Alors, la première observation que je ferais pour l'ouvrage que nous commettons ce jour, c'est que, très honnêtement, en lisant tout ce qui a été fait et tout ce qui a été écrit, je pense qu'il y a une matière qui va au-delà de la simple question du franc CFA, qui est déjà une question énorme. Il y a des réflexions très importantes sur la monnaie, le sens même de la monnaie, la philosophie de la monnaie. Et même, on a un certain nombre de réflexions qui surprendront beaucoup d'Africains en particulier, les Africains de notre génération et celles d'avant, qui vivons dans l'idée d'une certaine façon que l'intelligence elle-même serait un produit extérieur. Et on a un collègue qui n'est pas africain, qui va interroger les cosmogonies africaines pour voir quel discours les cosmogonies africaines proposent par rapport à la monnaie. Dans un autre contexte et dans une autre vie, j'appellerais ça, c'est un changement épistémologique. Vraiment, j'appelle ça de l'épistémogonie, c'est-à-dire la génération d'un nouvel espace de pensée. Mais c'est juste pour vous dire le plaisir à la fois que j'ai eu à travailler avec mes collègues à distance, mais surtout les leçons que j'ai apprises, et je suis convaincu que chaque personne qui lira cet ouvrage y apprendra des choses et aura certainement des choses à dire et à critiquer. Alors pourquoi écrire un énième livre sur le franc CFA pour comprendre? Il faut dire, moi j'insiste pour le dire en tout cas, qu'il y a un certain nombre, mais une vraie production intellectuelle, académique, journalistique, sociale, en relation avec le franc CFA. Ce n'est pas vrai dans tous les domaines, et ça mérite d'être souligné, parce que aussi bien nous, Capo aussi, que d'autres qui sont sur le continent payent socialement le fait d'avoir pris des positions ou de prendre des positions par rapport au franc CFA. Pourtant, ces positions n'ont jamais vraiment tari. C'est-à-dire que si vous prenez les années 50 avec, ou 60 avec le Nkrumah ou avec la Guinée, qui demandait déjà son indépendance, si vous prenez le premier docteur d'État en sciences économiques, qui s'appelle Hosseini Fana, un résistant camerounais, il écrit déjà en 1966 que le CFA est un frein au développement. Et depuis cette période-là, il y en a eu d'autres. Et je pense, moi je tiens à les saluer, à les remercier, même si dans la nature des arguments, on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais c'est quand même important de voir qu'il y a une démarche, qu'il y a une prise de position africaine, endogène, depuis au moins 50 ans sur cette question. Et il faut noter également que cette question a été frappée d'une forme d'indiscutabilité. C'était interdit quasiment d'en discuter officiellement. Et maintenant, peut-être qu'il y a un signe des temps qui veut que nous arrivions aujourd'hui à susciter indirectement les réactions, les réponses, les répliques des hautes autorités de la zone, puisque maintenant, quasiment chaque fois qu'il y a une grande réunion des ministres ou des présidents, il y a au moins une phrase ou un propos en direction de ceux qui critiquent la zone, etc., etc. Donc, il y a quand même une certaine avancée. Je pense que ce qui justifie aussi notre point de vue, notre prise de position, il y a évidemment un certain nombre d'arguments, je dirais, d'opportunités. C'est-à-dire que concrètement, sans l'avoir voulu, il se trouve que le monde entier se pose des questions sur la gestion monétaire, sur les flux financiers, sur les flux monétaires, sur le principe même de la création monétaire. Et ce serait quand même étonnant, si ce n'est problématique, que les Africains, eux, s'exonèrent de cette réflexion-là, d'autant plus que, au moins autant que d'autres, sinon plus, ils rencontrent des problèmes avec leur monnaie. Donc, d'ailleurs, on a actuellement le prix Nobel, un des prix Nobel d'économie les plus médiatiques, qui a sûrement dû entendre parler de notre rencontre et qui publie un ouvrage sur l'euro, qui s'appelle Joseph Stiglitz. Son ouvrage est sorti, je crois, hier ou avant-hier. C'est pour dire à quel point les questions monétaires ont une importance dans les temps présents. Et en ce sens-là, nous rencontrons un peu un signe des temps. Mais la réflexion des Africains sur la monnaie n'est pas une réflexion exclusivement liée à une forme de suivisme ou bien à une forme de volonté simplement de faire pièce à ce qui existe.
Je relèverai, bon, puisque apparemment il faut faire 4 points, je vais essayer de garder je vais garder le consensus Team Mello ou pas. Les 4 points que je pourrais rapidement évoquer sont les suivants. Alors, en fait, ça se résume à un point. C'est vraiment un point. Le point qui me semble vraiment important, c'est que nous avons affaire à un espace qui est un espace, on a dit, de servitude monétaire. Mais dans servitude monétaire, il y a d'abord servitude, tout simplement. La servitude monétaire, bien évidemment, il y a la servitude institutionnelle, la servitude intellectuelle, c'est une somme de servitudes. Et pour faire passer un ensemble de servitudes, ce qu'on appelle des constrictions, dans un contexte qui est passé du contexte royal, impérial, officiel, au contexte républicain, au contexte actuel, il faut nécessairement produire ce que j'appellerais un faux systématique en écriture. Et j'affirme, on aura des débats là-dessus, j'espère, que l'écriture des piliers de la zone franc, de la zone dite franc, c'est une écriture totalement fausse. Dans le sens où, je reprends ce que disait Bruno Tinel, on nous parle de banque centrale, alors qu'elles n'ont pas les prérogatives d'une banque centrale. On nous dit qu'on a une monnaie qui est, en principe, une monnaie comme toutes les monnaies, donc elle doit être sur les marchés d'échange. Le franc CFA ne l'est pas. En principe, une monnaie qui est convertible n'a pas besoin de la caution d'un autre État pour être convertible. Donc en réalité, tous les piliers point par point du franc CFA disent exactement le contraire de ce qu'est le franc CFA. On dit qu'il est convertible, alors qu'en fait, il faut passer par une institution autre pour qu'il le devienne. Il n'est donc pas convertible. Vous prenez le franc CFA à Yaoundé, vous allez à Lomé, alors sauf si je vais dans la famille de Capo, peut-être qu'ils seront gentils, mais bon, votre CFA n'est pas convertible, vous pouvez pas l'utiliser dans le même espace. On nous dit qu'il y a une... Et je ne parle même pas du CFA que vous pourriez prendre pour payer votre métro ou payer votre café, ça ne fonctionne pas. Pourtant, la France est supposée être le pays centre. Vous avez, on nous dit que le franc CFA, il y a une centralisation des réserves. Principe de solidarité. Quel est le pays leader et le pays qui a créé le franc CFA? C'est la France. Les réserves de la France ne sont pas dans le compte d'opération. Et chaque pays a un compte individuel. De quelle centralisation s'agit-il exactement? On nous dit, autre pilier, que les flux, c'est-à-dire qu'il y a une expression pour dire que la liberté des flux, voilà, la liberté de circulation des flux. En réalité, la liberté de circulation, qu'on a abordée dans des termes à mon sens trop conventionnels, en fait, la liberté de circulation, c'est une interdiction aux politiques africains de taxer le capital quand ils en ont les intérêts. C'est aussi simple que ça. Donc en réalité, c'est une privation de politique. C'est-à-dire on les empêche d'utiliser des ressources qui sont tout à fait normales dans le cadre d'une politique économique responsable et cohérente. Il y a un quatrième point, je pense, c'est lequel le quatrième point? Bon, alors la fixité du taux de change, bon ça, j'ai presque envie de rigoler. Je veux dire, vous êtes fixe, vous avez un taux de change qui est fixe avec une monnaie qui elle-même fluctue. Là, donc vous fluctuez. C'est-à-dire qu'on a été arrivé au franc français, de façon fixe. Le franc français, entre 48 et 94, a fluctué au moins une vingtaine de fois. Donc nécessairement, on fluctue avec. Pourtant, nous vivons dans l'imaginaire qu'on ne fluctue pas et que c'est stable. Donc chaque point, pris vraiment indépendamment, dit le contraire de ce qu'il est. Et il y en a d'autres points. Ça voudrait dire en réalité que nous avons un espace qui, en fait, développe des raisons apparentes qui sont exactement l'opposé de ces raisons concrètes. Et le drame, à mon avis, c'est le psychatisme, la répétition industrielle dans laquelle les Africains eux-mêmes se sont complus à défendre un tel système. Il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Je crois, et je suis convaincu, qu'il y a des effets mentaux et psychologiques extrêmement graves à une telle situation. C'est-à-dire qu'on en arrive à une situation où, parce qu'on développe un certain nombre de propos,
à longueur de journée, alors que l'évidence nous pend au nez et que c'est le contraire, eh bien, on arrive à soutenir de tels propos. On nous explique qu'il faut défendre l'inflation. Mais ce n'est pas une théologie. C'est pas tombé du ciel. L'inflation est supposée nous prémunir de quoi? De la perte du pouvoir d'achat, faire venir des investisseurs étrangers. Il y a toute une liste qu'on peut décliner. Mais alors, il faudrait simplement associer les objectifs attendus avec les réalisations. Est-ce que cette lutte contre l'inflation nous prémunit de la perte du pouvoir d'achat? Lorsque par répression financière, vous ne financez pas d'activité, vous mettez plus de gens dans la rue que le taux d'inflation éventuel aurait fait pour limiter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Voyez-vous, on dit que on attire on est stable, donc on est supposé attirer les investissements étrangers. Mais il suffit de regarder. Les investissements étrangers, depuis, au moins un siècle, vont en Afrique, en particulier en Afrique centrale, pour le pétrole et pour les matières premières, aussi simplement que ça. C'est le principal. Ce qui va peut-être changer, ce sont les anticipations de démographie qui veulent que désormais, le nouveau discours qui se veut être un discours sur l'émergence, en fait, est un discours qui dit aux grandes entreprises occidentales, vous allez avoir 1 milliard de consommateurs qui vont dépenser en moyenne 1000 milliards chaque année, et il ne faut pas laisser ces marchés aux Chinois. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'un marché émergent financièrement, ça veut simplement dire que c'est un marché qui a la surface financière pour absorber les capitaux occidentaux au sens premier, celui qui a inventé le terme, qui s'appelle Antoine Van Ackmael, l'a utilisé en 1981-84, et il l'a écrit lui-même dans ses ouvrages. Donc, je conclus. Il n'y a pas d'espace franc CFA, pris au sens premier du terme. On a un espace qui est un espace antidémocratique, puisque la monnaie n'a jamais été validée démocratiquement par les peuples, alors que l'euro, lui, a été passé sous référendum. On a un espace qui est anti-transformationnel, puisqu'il reproduit les rentes, il reproduit une division du travail historique, qui ne permet donc pas l'épanouissement de nouveaux secteurs. On a un système qui finance, en fait, en réalité, on a une subvention des plus faibles, des plus pauvres, vers les plus riches, puisque, par exemple, le financement des imprimeries de la Banque de France est quasiment réalisé par la BCAO et la BA. Vous pourrez regarder les rapports du Sénat. Ça a été flagrant dans les années 2002-2005, où la BA a commandé tellement d'argent que les imprimeries de la Banque de France, à un moment donné, n'étaient pas capables de répondre à la demande. Ils ont dû multiplier les cadences de travail pour y parvenir. Pour le reste, vous trouverez dans le bouquin. Merci.